En 1940, lorsque la France s'effondre face à l'Allemagne nazie, elle n'a pas les frontières d'aujourd'hui. Elle s'étend de Dunkerque à Tamanrasset et de Tunis à Rabat. Peuplée essentiellement de musulmans, l'Afrique du Nord abrite également une communauté juive d'environ 3% de la population, soit 400 000 personnes, pour lesquelles le régime de Vichy va donner toute la mesure de son antisémitisme. Une communauté qu'il nous faut d'abord resituer dans son contexte, au cœur du monde arabe. Ce qui caractérise ces trois communautés du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est d'abord et surtout leur longévité. Ce sont des communautés qui existent depuis l'époque romaine. Je suis né à Carthage il y a 2000 ans. Donc vous voyez, vous me demandez mon âge, en fait j'ai 2090 ans. Mon père et ma famille Zermati était algérienne, installée de très longue date en Afrique du Nord, bien avant l'arrivée des Français, venant par le trajet de Livourne. Et c'est une communauté qui s'est enrichie au fur et à mesure des siècles par des apports extérieurs. Juifs venus d'Espagne, juifs venus de la péninsule arabique, d'Égypte, de Palestine, juifs venus ensuite d'Italie au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce sont des communautés qui ont vécu sous l'islam. Donc, et elles ont connu un statut particulier, le statut de dhimmi en islam. C'est un statut qui est considéré comme inférieur, mais il offrait quand même une protection, notamment le libre exercice du culte. Cette communauté est une communauté qui constitue, au niveau démographique, une petite communauté. Cependant, son poids économique, son poids financier, son poids culturel et sa présence très importante ne correspond en aucun cas à sa faible présence démographique. Alors, les rapports avec les musulmans d'abord. Paradoxalement, et contrairement à ce qu'on peut croire, ils étaient proches. Au niveau du commerce, par exemple, commerçants juifs et commerçants arabes étaient très proches. Moi, ma famille avait un commerce de tissu en gros au souk El-Ouzar. Une partie des commerçants étaient juifs, l'autre partie était arabe, musulman. Ça se passait merveilleusement. Il y avait un rabbin d'origine polonaise qui était dans une boucherie musulmane. Donc, on mangeait la viande du boucher musulman tué par le rabbin. Mais cette tolérance des Juifs en terre d'islam n'interdit pas les accès de fièvre comme à Constantine en août 1934. Profanation, saccage, 26 morts, 23 Juifs. Ces trois communautés du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, vont aussi connaître un autre facteur historique commun, à savoir la rencontre avec la France. Conquise en 1830, l'Algérie constitue depuis 1848 3 départements français. La communauté juive et surtout ses élites ont vu dans la France la modernité, l'événement fondateur de la raison. Ces pauvres juifs se disaient que leur fils allait devenir l'avenir d'un judaïsme français triomphant. Ce judaïsme triomphant, fier des valeurs de la Révolution française, est porté par l'Alliance israélite universelle, fondée en 1860 à Paris par une poignée de notables, dont Adolphe Crémieux, avocat et député. On va assister à quelque chose d'extraordinaire, une petite organisation, en fait une dizaine de personnes, qui n'avaient qu'un seul mot à la bouche, c'est la langue française, et l'instruction, envoyer des instituteurs, créer des écoles un peu partout. Et il se trouve que la première école de l'Alliance a été créée, a été ouverte à Tétouan en Maroc en 1863. C'est par ces diplômes et ces nouveaux diplômes qu'ils ont pu acquérir un certain nombre d'emplois dans grand nombre de secteurs, que ce soit le capital, le commerce, les médias, les avocats, le secteur de la médecine, de la pharmacie, l'ensemble des professions libérales. Mon grand-père avait un grand rêve, c'était la France idéale.
Et donc, dès qu'il a eu un petit peu d'argent, avec ses chapeaux et ses galons, puisqu'il vendait des galons à l'armée française, et puis des calots, etc., il a acheté tout Victor Hugo complet, en volumes gigantesques, qui sont toujours sur les étagères de la famille. Mais je pense que c'est comme s'il avait acheté le Panthéon. Il y avait aussi une adhésion, un amour, on peut même dire, pour la France et pour ses valeurs. Vous savez, un juif tunisien, quand il entendait la Marseillaise, il tombait en pamoison. Quand il voyait le drapeau français, il ne savait plus quoi faire. Les fils d'Israël entonnent la Marseillaise en hébreu, en l'honneur du représentant de la France, mandataire du pays de toutes les libertés. J'entendais toujours que le grand-père avait été content d'être blessé, si vous voulez, à la guerre de 70, parce qu'il défendait la France. En 1870, le Second Empire s'effondre. La France perd l'Alsace et la Lorraine. Adolphe Crémieux, devenu ministre de la Justice du gouvernement provisoire, propose d'octroyer la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Une mesure préparée sous Napoléon III. Le 24 octobre 1870, le décret Crémieux est promulgué. Après la perte de l'Alsace-Lorraine, Adolphe Crémieux pensait qu'il allait apporter un beau cadeau à la France, à savoir 40 000 nouveaux citoyens français. Mes grands-parents sont nés juifs indigènes et sont devenus français en 1870, et mes parents sont nés français. À la perte territoriale répond l'expansion coloniale. En Tunisie, en 1881, au Maroc, en 1912, la France impose son protectorat aux beys de la Tunisie et au sultan du Maroc, deux pays où l'alliance israélite universelle l'avait précédé. Lorsque la France est arrivée au Maroc, ils ont eu la surprise de trouver une population qui parlait parfaitement français. Et mon père, qui avait le certificat d'études, à l'époque c'était un diplôme très important, était donc engagé dans l'administration militaire au Maroc. Mais cette promotion des Juifs est inacceptable pour les musulmans. Pour une société traditionnelle musulmane, cette montée des Juifs est quelque chose d'inacceptable. Le Juif est un dhimmi, il est inférieur, n'est-ce pas? Il doit avoir un statut d'infériorité. C'est absolument inacceptable de le voir, n'est-ce pas, devenir patron, chef, et surtout, les Juifs, à partir de cette époque, étaient considérés comme comme s'ils étaient de connivence avec le colonialisme, comme des collaborateurs, n'est-ce pas, du protectorat. Inacceptable pour les Arabes, le décret Crémieux l'est également pour les Français venus de métropole, mais aussi pour tous ceux d'origine espagnole, italienne, etc. Ces néo-français plus français que français. On va assister à un phénomène époustouflant, la naissance de l'antisémitisme colonial algérien. Si on a commencé par naturaliser les Juifs, et pourquoi pas les Arabes? Alors, et si on naturalisait tous les Arabes, disons théoriquement, si tous les Arabes devenaient français, c'en était fini du statut de privilégié qui était détenu par ces colons. Et depuis 1870 jusqu'en 1940, l'antisémitisme algérien, qui va être un phénomène de masse, n'aura qu'un seul cri de guerre, si on peut dire, qu'une seule revendication, l'abrogation, l'abolition du décret Crémieux. En 1939, lorsque la guerre est déclarée, les Juifs d'Algérie, étant français, sont appelés. De Tunisie et du Maroc, nombreux sont ceux qui s'engagent comme leur père en 1914 et comme leur grand-père en 1870. Je m'engage et je suis incorporé dans l'aviation, d'abord à Alger et ensuite au Maroc, à Fès. Je ne m'engage pas comme juif, je m'engage comme français.
pour faire la guerre. On peut penser que si j'étais pas juif, je me serais engagé quand même. J'ai été affecté à un régiment d'artillerie lourde tractée dans la zone des combats. Quand les Allemands sont arrivés, on s'est battus. Nous n'avons pas reculé, nous ne sommes pas débandés. « 100 000 soldats français mourront en mai-juin 1940, sans empêcher la débâcle. Le 14 juin, la Wehrmacht défile à Paris. Le gouvernement fuit pour Tours, puis Bordeaux. C'est un traumatisme épouvantable, c'est un tremblement de terre. Jamais aucun juif tunisien, ni, comme j'imagine, aucun Français, n'a pu penser que la France serait écrasée en 15 jours. C'était absolument impensable. Et puis la défaite française, pour les Juifs, signifiait aussi la victoire d'Hitler. Et Hitler, c'était l'ennemi implacable des Juifs. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. À Bordeaux, le gouvernement de Paul Reynaud hésite. Continuer la guerre depuis les colonies comme le propose Charles de Gaulle, promu général et sous-secrétaire d'État depuis quelques jours, ou demander l'armistice comme l'exige de tout son prestige le maréchal Pétain. C'est lui qui l'emporte. L'armistice est signé le 22 juin 1940. Que vont faire les chefs militaires d'Afrique du Nord? Le destin de la France est entre leurs mains. Je suis à Fès. Là, il y a une période un peu trouble. Le général Noguès fait une proclamation disant « La guerre continue aux côtés de nos alliés ». Et nous étions persuadés que la guerre allait continuer en Afrique du Nord. Mais quelques heures plus tard, et probablement à la suite de l'intervention de Weygand, l'un après l'autre, et le rouge de la honte au front, comme il disait, ont accepté l'armistice proposé par Pétain. En fait, ont accepté tout simplement de rejoindre Pétain contre de Gaulle. Le 18 juin, de Londres, Charles de Gaulle lance, seul, son appel à poursuivre la guerre. Une poignée d'hommes et de femmes le rejoindront. 2000 environ, sur 40 millions de Français. On se dit, après tout, l'armistice, Pétain, le vainqueur de Verdun, le père de la nation, il va arranger les choses. Il va arranger les choses. C'est pas possible qu'avec Pétain au pouvoir, les Allemands puissent faire quelque chose comme ils font chez eux. C'est pas pensable. Erreur. La toute première mesure promulguée en Algérie par le nouveau régime est justement la mesure antisémite que les Français non-juifs espèrent depuis 70 ans. L'abrogation du décret Crémieux. Ce ne sont pas les Allemands qui ont soufflé l'idée à Vichy, tout comme ce ne sont pas les Allemands d'ailleurs qui ont demandé à Vichy d'appliquer les lois anti-juives à l'Afrique du Nord. C'était une initiative de Vichy et une initiative exclusive de Vichy. Quand la guerre se termine, je reviens à Oran. J'avais besoin d'une nouvelle carte d'identité, la mienne étant périmée. Et c'est là qu'on me remet ce papier où je suis qualifié de juif indigène algérien. Moi-même, blessé, prisonnier, m'étant battu pour la France, non, j'étais plus rien. Je me souviens avoir pris ça plutôt avec dérision qu'avec inquiétude. Sur quoi j'avais d'ailleurs grand tort, parce que les années suivantes ont été difficiles. L'Afrique du Nord se couvre de camps. Y sont expédiés des centaines de Juifs déjà internés dans le sud de la France, ou démobilisés de l'armée française, ou encore expulsés de la Légion étrangère. Ils sont les esclaves du régime, lequel a de grands projets pour eux. Le transsaharien est entré en fonction. Projeté depuis plus de 50 ans, le Méditerranée-Niger n'est plus un mythe.
Et l'on n'oubliera pas que c'est au milieu de circonstances dramatiques que le gouvernement du maréchal l'aura voulu et l'aura créé. Aujourd'hui perdu dans le désert, les traces de ce projet pharaonique inachevé témoignent encore des souffrances de ces prisonniers, victimes d'un encadrement farouchement antisémite. Quand j'avais 3 ans, a commencé à déferler dans les rues d'Oran des armées de jeunesse pétainistes. Je suis rentrée à la maison avec des photos du maréchal Pétain et chantant « Maréchal, nous voilà à gorge déployée ». Mon père me parlait très gravement, il a pris la photo du maréchal Pétain, il m'a dit « ce sont nos ennemis ». Il a déchiré la photo en 1000 morceaux, il m'a interdit de chanter « Maréchal, nous voilà ». Et il a commencé à faire mon éducation politique. Au 4e étage, j'avais une paire de jumeaux. Nous étions au 1er étage, de jumeaux avocats qui avaient marqué sur notre porte juif. Et papa avait remarqué, mieux en gardant le mot juif que nazi. Voilà. Vichy a arrosé le terreau, si je puis dire. À l'abrogation du décret Crémieux s'ajoute, le 3 octobre 1940, la première loi de Vichy portant statut des Juifs. De la fonction publique, de la presse, du cinéma, de toutes les professions libérales, les Juifs sont exclus ou subissent un numerus clausus. Le statut des Juifs qui a été dicté en France métropolitaine le 3 octobre 1940 prévoyait qu'il serait appliqué également en Algérie, dans les colonies et dans les pays de protectorat. En Algérie, c'est simple, l'Algérie, c'est la France. Donc les mesures prises en France s'appliquent automatiquement en Algérie. À la rentrée de janvier, il n'y avait plus un seul professeur juif ou franc-maçon. Vous avez sans doute lu le passage assez remarquable d'Hélène Sixou dans ses mémoires, racontant le choc émotionnel qu'elle avait eu, toute petite fille, en voyant son père dévisser sa plaque de médecin parce qu'il n'avait plus le droit d'exercer la médecine. En 1940, mon père était chassé de la nationalité française et de toute possibilité d'exercer. C'était assez spectaculaire, hein, c'était assez foudroyant ce genre de choses. Et donc il est descendu de notre 2e étage de la rue Philippe avec un tournevis, et il a dévissé sa plaque, parce qu'il fallait faire ce genre de choses. Et il est entré dans une boutique qui avait cette dimension-là. C'était une ancienne boutique d'horloger. Et il est devenu pédicure. Et donc j'ai vu mon père passer du corps humain en entier aux pieds. À la même époque, les avocats avaient connu le numerus clausus, et le barreau d'Oran avait été vidé d'un grand nombre d'avocats juifs. Il en restait 2 ou 3 qui n'étaient pas atteints par le numerus clausus. Tandis que tous les barreaux d'Afrique du Nord se vident de leurs avocats juifs, sans aucune protestation de leurs confrères, le décret du 3 octobre 1940 est appliqué avec quelques nuances dans les protectorats. En Tunisie et au Maroc, pour édicter des mesures quelconques, il faut le sceau de l'autorité bellicale en Tunisie, du sultan au Maroc. En Tunisie, le statut des Juifs de Tunisie est très en deçà du statut métropolitain et même du statut marocain. Car l'amiral Esteva, qui n'est pas favorable à ces mesures antisémites, souhaite un statut à minima. Au Maroc aussi, le statut des Juifs est appliqué à minima, principalement du fait du sultan, futur Mohamed V. Il voit d'un très mauvais œil l'ingérence des pouvoirs français, des pouvoirs de Vichy, sur un sujet qu'il considère comme étant de sa responsabilité. C'est pourquoi, si on ne peut pas dire qu'il a été vraiment philosémite, il n'en demeure pas moins que pour garder aussi une certaine indépendance, il a défendu les Juifs de son royaume. Le 29 mars 1941, un commissariat général aux questions juives est créé sous la direction de Xavier Vallat, qui se rend immédiatement en Afrique du Nord pour mettre fin à ce laxisme. Sous son impulsion, le 2 juin 1941, un deuxième statut aggrave la condition des Juifs. Encore moins de professions leur sont possibles, encore moins de liberté,
les Juifs doivent maintenant se faire recenser. Mon père avait été à l'école de la rue Négrier se déclarer comme juif. Et à cette école-là, il avait été frappé parce qu'il avait vu devant lui un abbé qui était juif d'origine, quoi, puisqu'ils avaient appliqué dans les lois de Vichy l'histoire des 4 grands-parents qui devaient être non-juifs, etc., etc. Ce qui étonne dans cette affaire, c'est cette orthodoxie raciale ou raciste de Vichy que même les Allemands n'ont pas appliquée chez eux, à savoir dans la zone occupée. Déchus de leur citoyenneté, privés d'emploi, marginalisés, recensés, les Juifs vont maintenant être spoliés de leurs biens au titre de l'aryanisation économique. Ma mère possédait un immeuble dans un faubourg d'Oran dont les loyers étaient notre seul revenu. Et cet immeuble, on le lui prend. On met un administrateur. Il n'est plus à elle, elle ne touche plus les loyers. C'est une population que l'on peut brimer sans avoir à encourir de peine, finalement. Et donc, à travers toute l'Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, la population environnante, musulmane et ou européenne, va piller des biens juifs. Mamie avait une Rosengart, qui était la voiture chic, avec le chauffeur devant, les vitres qui se fermaient, on parlait au chauffeur comme ça, on est venu lui prendre sa bagnole, hein. La France a pris sa bagnole. Et après, on a su que c'était pas un officier, mais un officiel qui conduisait dans la bagnole du juif. Au Maroc, la mesure la plus significative de la discrimination des Juifs fut le retour obligatoire au Mellah. À Fès, cette mesure fut appliquée sans aucune dérogation. Il y avait dans la ville de Fès 3 quartiers. La Médina, où habitaient les musulmans, le Mellah, où habitaient les Juifs, et la ville nouvelle. Mais au fur et à mesure que les Juifs avaient une situation économique et financière qui leur permettait d'aller vivre dans la ville nouvelle, ils se mélangeaient, ils vivaient dans le même quartier que les Français. On revenait dans des installations, dans des maisons qui n'avaient pas l'eau courante, au Mellah. Les rues n'étaient pas des rues pavées, etc., comme c'était en ville nouvelle. Donc c'était une espèce de régression, alors que nous n'avions pas de raison de régresser. Et ce traumatisme-là est resté très fort dans l'esprit de chacun. En Algérie, et en Algérie seulement, pire qu'en métropole, le numerus clausus s'applique jusque dans les écoles primaires. 30 000 enfants en sont frappés. Nos témoins, enfants de cette époque, en sont restés très marqués. Le fait de voir un beau jour le proviseur rentrer dans la classe avec une feuille de papier, d'épeler une dizaine de noms en disant aux élèves de bien vouloir le suivre jusqu'à son bureau et de s'entendre dire au bureau « Vous n'avez plus le droit de venir au lycée, rentrez chez vous et dites à vos parents de vous garder ». Et effectivement, quelque chose qui marque. Un garçon de 13, 14 ans, 12 ans se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que les gens nous entendent de haine envers nous? On a tout d'un être humain. On a des yeux, on a des jambes, on a des bras. La même chose, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces gens, qui ne sont pas juifs? J'étais élève du lycée de garçons, la Mauricière, à Oran, en classe de mathématiques élémentaires. Il y avait 50 garçons dans la classe et 2 filles. C'est dire que nous n'étions pas nombreuses à faire des mathématiques. On nous a demandé de préparer des dossiers qui permettraient au conseil de professeurs de faire leur choix parmi les Israélites qui se présenteraient. Le conseil de professeurs a jugé qu'il valait mieux exclure une fille et prendre un garçon qui, lui, aurait besoin un jour d'avoir une situation. Dans la classe de 3e où j'étais, un seul juif est resté en classe.
Mais tous les parents de tous les lycéens avaient fait la guerre de 14-18. Il fallait faire un tri. Alors son père était gazé, médaille militaire, croix de guerre, Verdun. Il était celui qui, dans le cadre d'un numerus clausus, avait le droit de continuer à être au lycée. Tout ça, on l'a compris. Le 19 juin 1942, le vieux bey de Tunis s'éteint. Son cousin Monsef lui succède. Et lors de la cérémonie d'intronisation, dans ce climat délétère et ce climat où l'on cherche par tous les moyens à éliminer les Juifs, le souverain de la Tunisie dit « Les Juifs comme les musulmans sont mes enfants ». Mais cette sympathie affichée par le bey ne change rien à la condition des Juifs de Tunisie. Dans la nuit du 8 novembre 1942, les Alliés tentent de débarquer au Maroc et en Algérie pour prendre à revers l'Africa Corps du maréchal Rommel, engagé dans le désert libyen. C'est l'opération Torche. Au Maroc, sous les ordres du général Noguès, l'armée française tire sur les Alliés. Il y a eu une résistance qui a été ordonnée par le résident général contre ce qu'il a appelé les envahisseurs anglo-saxons, qui a fait des centaines de morts parmi les troupes débarquées américaines. Et au bout de 2 jours, l'arrivée des Américains. Les Américains passaient dans la rue, jetaient des chewing-gums, jetaient des cigarettes, tous les gosses les suivaient, la liesse, etc. الزين والعين الزرقاء جنب كل خير اليوم يمشيوا بالفرقة البنات المفخير شعل من الهي محشوقة داروا لها الشن الأمريكان ما تسمع غير أوكي أوكي هذاك ما كان. C'est une chanson composée par un grand chanteur marocain, Hossein Slaoui. La beauté des femmes, elle est tombée entre les mains de ces soldats américains. Elles se sont laissées tenter et courtiser par les soldats américains. Et maintenant, on n'entend plus de la bouche des femmes que « ok, ok », c'est tout ce que tu entends. À Alger, le débarquement se passe tout autrement, préparé par un groupe de jeunes résistants, gaullistes, juifs pour la plupart, réunis par José Aboulker. Et c'est ce mouvement, véritablement constitué de briques et de brocs, qui a espéré recevoir des armes américaines, etc., qui va préparer véritablement l'arrivée des troupes américaines en Algérie, puisqu'il va occuper toutes les installations militaires les plus importantes d'Alger pendant 24 heures. Jacques Zermati est l'un des derniers survivants de cette poignée d'hommes. Cette nuit-là, son rôle fut déterminant. 48 heures avant le débarquement, Raphaël Aboulker, qui était mon patron, m'a fait appeler et m'a dit « Ok, c'est pour la nuit prochaine ». Ma mission a été d'attaquer la préfecture. On devait être 800. On ne sera que 600 ce soir. Il ne savait pas que le soir, on ne serait que 400. On m'a donné des lebels, plein de graisse, c'est-à-dire inutilisables, 5 cartouches, et moi un pistolet, 100 cartouches. On a ouvert une dernière porte, on a mis la lumière, c'était la chambre à coucher du préfet. Il était dans son lit avec la préfète. Alors, il s'est levé brutalement pour aller vers le téléphone, des lignes secrètes qui l'unissaient au commissariat central. Je lui ai dit, monsieur le préfet, pas de conneries, vous êtes sous le feu de mon pistolet, du calme. 3 heures du matin, coup de canon. À ce moment-là, je dis au préfet, monsieur le préfet, les Américains débarquent. Au petit matin, les Américains ont débarqué presque sans combattre. Mais pour Roosevelt, pas question de cet autocrate doublé d'un illuminé, de ce De Gaulle qui se prend pour Jeanne d'Arc. Ce jour-là,
L'amiral Darlan, dauphin du maréchal, se trouve à Alger. Contre toute attente, c'est lui que les Américains choisissent. Les résistants sont alors pourchassés. José Aboulker, leur chef, est emprisonné. Les lois anti-juives sont confirmées. Et d'où cette période assez étrange dans l'histoire de la guerre, d'un régime de Vichy qui survit après l'arrivée des Américains, ou si l'on veut, un régime de Vichy sous protectorat américain. Darlan, c'est comme Pétain. Alors on veut s'en aller pour rejoindre De Gaulle. Mon frère s'est arrangé avec un pilote américain qui a bien voulu nous emmener à Gibraltar. La riposte est immédiate. La Wehrmacht envahit la Tunisie. L'occupation va durer 6 mois. 6 mois terribles pour les Juifs. Les premiers soldats allemands qui étaient venus marchant au pas de loi, on a eu très peur. La peur, la frousse. On ne les considérait pas du tout comme des gens normaux. On les considérait comme des brutes sauvages et dont il fallait se méfier à outrance. Ils n'ont pas tort. À Tunis, Hitler a dépêché le SS Walter Rauff. Walter Rauff, en 1941, il a été chargé du programme technique d'extermination des Juifs par des camions à gaz. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts par ce moyen de mise à mort. Et Walter Rauff est donc un spécialiste de la mise à mort des Juifs. Le 8 décembre 1942, Rauff, assis sur la droite, face aux dirigeants de la communauté juive, exige 3000 hommes munis de pelles, de pioches et de vivres pour le lendemain, 8 heures. Au centre de l'image, Moïse Borgel, président de la communauté, proteste. Officier de la Légion d'honneur, haut fonctionnaire à la retraite, il a 70 ans. Rauff le fait s'agenouiller et le cravache violemment. Alors, la communauté se sent totalement abandonnée. Le B, qui avait toujours manifesté sa sympathie, avoue son impuissance. C'est la fatalité. Quant au résident général, il informe la communauté que les Allemands lui ont interdit de s'occuper des Juifs. Alors, il se lave les mains. Et je dirais que ce jour-là, il a signé la fin du protectorat français en Tunisie. Parce que le traité de protectorat imposait à la France de protéger la personne du B et ses sujets contre toute puissance étrangère. En attendant, ce sont les Juifs que la France abandonne aux Allemands. Le 9 décembre, au petit matin, il n'y a pas 3000 personnes rassemblées. Donc les Allemands procèdent à une rafle. C'est la grande rafle des Juifs de Tunis du 9 décembre 1942. Afin d'arrêter la rafle, la communauté accepte de prendre en charge le recrutement et fait coller des affiches en appelant tous les Juifs de 17 à 40 ans à se présenter. C'est la mobilisation générale. Il y a eu d'énormes affiches sur tous les murs de Tunis. Et nous demandant de nous présenter à Tunis, à l'école de l'Alliance israélite, pour aller dans des camps de travailleurs. Là, ils ont pris nos professions, nos qualités, ils avaient des registres. Les Juifs, il n'y avait pas d'Allemands du tout. C'était eux qui s'occupaient de tout, sous la menace, naturellement, de la police allemande. Et là, on ne plaisantait plus. Entre le mois de décembre 1942 et le 9 décembre 1942 et le début janvier 1943, 5500 jeunes Juifs partiront vers ces camps de travail. Le pire a été celui de Bizerte, qui était gardé par les SS. C'était le camp où il y a eu les plus grandes violences à l'égard de la jeunesse juive, et c'est le camp où il y a eu plusieurs Juifs qui ont été fusillés par les Allemands sous prétexte de prétendues tentatives d'évasion. Bizerte, qui est éloigné 60 km de Tunis, et on a mis, je crois, 48 heures pour arriver.
On nous a donné ni à manger ni à boire. Une fois qu'on est descendu de ce train, ils nous ont amenés à la caserne Filbert. Autrement dit, ce qu'on savait être l'enfer. Et nous avions été pris au piège. Méthode allemande, méthode nazie, c'est quoi? C'est de vous entraîner dans le piège en vous faisant croire que vous n'y allez pas. À ce moment-là, ils nous ont parqués dans cette caserne, dans des chambrées où il n'y avait que de la paille. Le matin, réveillé au cri de « Lousse, lousse, lousse !»« Hofstein, Hofstein !» Il fallait se lever en vitesse, faire un semblant de toilette, et manger n'importe quoi en fait, et puis aller au travail. D'abord creuser les tranchées, combler les trous de bombes, parce qu'il y a des bombardements à Bizerte, qui était un port maritime de première importance, et décharger les camions de munitions ou les bateaux de munitions. Parce qu'il y a d'extraordinaire dans cette ville de Bizerte, c'est qu'elle avait été totalement évacuée par la population civile, et par l'armée française d'ailleurs. Il n'y avait que les travailleurs juifs, et la ville était bombardée tous les jours. Je crois que j'ai perdu 20 kilos en 5 mois. Les Allemands, au départ, ont déclaré que les travailleurs des camps devraient avoir une étoile jaune sur la poitrine et une dans le dos, afin d'être reconnus, et notamment en cas de tentative d'évasion. Cette mesure est tombée rapidement en désuétude dans presque tous les camps. En revanche, tous les Juifs des villes du Sahel ont été obligés de porter l'étoile jaune, y compris les bébés. Moi, j'étais un gamin, 8 ans, c'est pas grand-chose. Porter l'étoile jaune, c'était presque, je sais pas, je ne dirais pas. Oui, pourquoi pas. Un signe de fierté, voilà, je ne sens aucune honte ni aucune humiliation à la porter. Évidemment, je ne pense pas que mes parents partageaient ce point de vue parce qu'ils savaient de quoi on parlait. Dans le même temps, rien n'a changé pour les Juifs du Maroc et d'Algérie, sous l'autorité de Darlan. Dans la nuit du 24 décembre 1942, celui-ci est assassiné par un jeune résistant, Fernand Bonnier de la Chapelle. Mais au général de Gaulle, Roosevelt, cette fois, préfère le général Giraud qui reçoit le commandement civil et militaire. Quand ils sont tombés sur Giraud, les Américains ne savaient pas que ce général avait pratiquement les mêmes idées que Pétain. Et donc Giraud a refusé d'abroger les lois antisémites. À Gibraltar, il y avait comme des représentants de commerce, il y avait un représentant de Giraud qui nous disait « mais revenez en Algérie, et un autre qui disait « non, attention, Giraud c'est comme Pétain, venez donc en Angleterre ». Et nous avons évidemment choisi l'Angleterre. Giraud arrive, et puis, et parmi les mesures, il lève une nouvelle armée française pour participer au combat. Les Juifs qui étaient français, n'est-ce pas, bien sûr, se sont engagés, ils étaient bien contents aussi d'entrer dans cette nouvelle armée française. Mais Giraud, au lieu de les envoyer sur le front, au lieu de les envoyer pour des préparations militaires, il les a tout simplement mis dans un camp de travail, c'est le camp de Bedeau, avec un uniforme spécial, n'est-ce pas? C'est un uniforme noir pour le distinguer des autres. En janvier 1943, les Juifs ont été mobilisés dans des compagnies de pionniers juifs avec des officiers français, puisque nous étions à l'époque encore juifs indigènes. Les jeunes gens non juifs de la classe 43 ou nés en 23, eux ont été appelés et ont été affectés dans des régiments de combat. Tandis que nous, Israélites, on nous a envoyés au camp de Bedeau. Quand je suis descendu du train de Bedeau, il y avait le commandant Boitel qui nous attendait avec ses officiers, ses soldats. Il nous a dit, vous les Juifs, vous n'avez rien dans le ventre. Parce que nous appelions Cohen ou Lévy ou Chouraki et pas Dupont ou Durand. On n'était pas dignes de porter un fusil
ou de servir un canon, ou de servir un avion, etc. Notre rôle à nous, c'était d'être servile, de travailler la terre, de casser les cailloux, de faire les routes, d'abattre les arbres, de ramasser l'alpha. Dans la journée, il faisait jusqu'à 35 à 40 degrés de chaleur, tandis que le soir, le froid tombait jusqu'à moins 3, moins 4, moins 5, sans chauffage, sans rien du tout. On avait une couverture, mais c'était pour préserver les pieds des scorpions. On n'avait presque rien à manger. On marchait les yeux baissés. Il fallait pas les regarder. Il ne fallait pas discuter du camp et autres au risque d'être punis. Parce que les punitions étaient extrêmement sévères. Et la vie à Bedos, en ce qui me concerne, a duré 3 mois environ. En Tunisie, dans le même temps, en plus du travail dans les camps, les Allemands s'acharnent sur la communauté juive. Les Allemands ont imposé des amendes collectives excessivement lourdes. 23 millions à Tunis, 40 millions à Sousse, 40 millions à Sfax. Elle a été imposée comme ça, de manière tout à fait arbitraire. Puisqu'ils sont juifs, ils doivent payer. Il y a eu intervention de la résidence générale qui a demandé à un organisme bancaire de prêter cet argent avec la garantie des bourgeois, des possédants, et ça a été payé. Ils ont raflé les bijoux, sauf les peu de choses précieuses qu'on avait. Ils nous ont laissés dans un état de dénuement total. Et là, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Avec une hargne, une haine que je ne comprenais pas. Alors que les hommes sont dans les camps, les Allemands pénètrent chez eux, terrorisent, frappent, violent leurs femmes et se servent à loisir. Profanée, la grande synagogue de Tunis se remplit de tout ce que les Allemands volent aux Juifs. Leur calvaire prend fin le 7 mai 1943. La Wehrmacht s'enfuit devant l'avancée des Alliés. Les Anglais entrent dans Tunis. Bizerte est reprise par les Français libres. Le 30 mai 1943, en Algérie, De Gaulle finit par s'imposer aux côtés de Giraud. Les deux généraux coprésident le Comité français de libération nationale. Mais pour les Juifs, il faut encore patienter 6 mois, jusqu'à l'éviction totale de Giraud en novembre 1943, pour voir annuler toute la législation antisémite de Vichy. Le décret Crémieux est alors rétabli et les Juifs d'Algérie recouvrent la nationalité française. Et à ce moment-là, je suis devenu un vrai militaire. Parce que quelques temps après, on m'a donné un fusil. J'ai fait mes classes à Marrakech. J'ai passé mon permis de conduire pour GMC. Voilà. Et j'ai fait toute l'Italie, Monte Cassino et tout ça. Voilà. Nous ne demandions que ça, de partir servir la France. Mon père, par exemple, c'est immédiatement, dès que l'occupation allemande a été terminée, il s'est engagé volontaire pour toute la durée de la guerre dans les rangs du général Leclerc. Il était dans la 2e DB. Mon désir était de gagner les forces françaises libres. J'ai aidé à créer un bataillon d'infanterie de l'air qui est devenu ensuite un bataillon de parachutistes qui était incorporé dans la brigade anglaise SAS. J'ai donc fait le reste de la guerre avec les formations SAS anglaises. Après ça, je suis rentré dans la vie civile. J'avais terminé mon boulot. On avait abouti finalement à un résultat formidable. La France était rentrée dans la guerre. La France avait retrouvé son honneur. La France était assise, à la table des généraux à l'armistice. De Gaulle était au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouviez demander de plus ? À l'heure des comptes, la responsabilité de Vichy est totale dans la persécution des Juifs
surtout en Afrique du Nord. En Tunisie, dans leur malheur, les Juifs ont eu cette chance. Les Allemands ne sont restés que 6 mois. Les Allemands avaient l'intention, on le sait maintenant, de supprimer la population juive ou la majorité de la population juive de Tunisie. En janvier 1942, quand les principaux dirigeants allemands de la solution finale se sont rencontrés dans la banlieue de Berlin à Wannsee, ils ont comptabilisé le nombre de juifs par pays. La France comportait 800 000 juifs, ce qui est inexact. Et ils savaient combien de juifs il y avait en France. Ils ont comptabilisé également, c'est mon point de vue en tout cas, les juifs d'Afrique du Nord, ce qui a donné un total de 800 000 qui était peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qui correspondait à l'ensemble et non pas à la France métropolitaine où il devait y avoir à peu près 320 000 juifs. Il y a eu des premières déportations qui ont eu lieu au mois d'avril, 3 semaines à peu près avant la libération du territoire tunisien. Des noms gravés sur le monument aux morts du cimetière de Tunis, il ne reste que peu de traces de ces destins brisés. Parmi ces déportés, Victor Cohen Adria, avocat, ancien bâtonnier de Tunis, déporté et décédé à Auschwitz. Édouard Benjamin Dana, pupille de la Nation, résistant, déporté à Auschwitz, envoyé à Varsovie pour déblayer le ghetto, il meurt abattu sur ses ruines en essayant de s'évader. Victor Young Pérez, champion du monde de boxe à 20 ans, arrêté à Paris, déporté à Auschwitz. Il meurt abattu au dernier jour de la guerre. Joseph, Jean et Gilbert Semla, un père et ses 2 fils. Frédéric Gasquet est le fils de Gilbert. Polytechnicien, officier de l'armée française, résistant. Arrêté par les Allemands le 10 mars 1943, il sera transféré en Allemagne à la prison de Torgau. Torgau, le 22 mai 1944. Ma petite Lila chérie, ma femme, mère de mon enfant. Avant-hier, ici, à Torgau, nous avons été condamnés à mort tous les 3. Il faut savoir rester calme, ma chérie, dans le malheur qui t'accable, et penser toujours que tu as la charge importante de l'éducation de Freddy. Lila, au nom du ciel, ne fais pas de lui un bourgeois. Apprends-lui que donner vaut mieux que recevoir, que la camaraderie est le plus grand bonheur au monde, que travailler cause de la joie quand c'est fait de façon intelligente. Fais-en un homme d'honneur et de parole. Apprends-lui à vivre. Vivre, c'est chanter, c'est danser. Vivre, c'est se promener, lire de bons livres, écouter ou faire de la musique. Vivre, Lila, c'est aimer. Et maintenant, Lila, je vais te dire une chose qui me brise le cœur, mais que je crois indispensable à ton bonheur et à celui de Freddy. Lila, il faut te remarier. Il faut te remarier parce que Freddy a besoin d'un père. Ce n'est pas trop d'être 2 pour élever un enfant. Voilà, ma chérie, tout ce que j'ai à te dire. Ou au moins, l'essentiel que je veux te dire. Je t'embrasse et je t'aime, ma Lila. Globalement, 40 déportés ne sont pas revenus. Alors c'est très peu, vous me direz, 40 déportés ne sont pas revenus face aux 6 millions de morts du judaïsme européen. C'est vrai, c'est très peu. Mais ça éclaire la nature du projet génocidaire des nazis. Partout où les Allemands ont pris pied, ne serait-ce que 24 heures comme à Rhodes ou 6 mois comme en Tunisie, ils ont persécuté dans le but de détruire la population juive. Il s'agissait de détruire non pas les Juifs d'Europe, mais l'universalité du judaïsme.